Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot, sois unique, pense différemment. Bonjour à toutes et à tous, merci de regarder ce live. Je dis bien regarder parce que vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur le mot regarder. Parce que voilà, j'ai invité quelqu'un qui voit beaucoup de choses, au-delà de ce qu'on peut imaginer, et surtout par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Vous allez voir, on va aborder un sujet qui, à mon avis, est extrêmement important, extrêmement intéressant, parce que ça concerne chacun d'entre nous. Ben oui, parce que chacun d'entre nous, nous vivons parfois des situations un peu compliquées, parfois un peu difficiles, peut-être même, comment dirais-je, traumatiques. Et dans ces cas-là, on se pose des questions, on se dit comment faire pour surmonter ce genre de situation. Et il y a un terme pour ça qui s'appelle la résilience. Alors la résilience, on va voir ça tout de suite. C'est quoi? Comment ça fonctionne? Et avec une invitée qui va pouvoir témoigner, voilà, de la résilience. Et vraiment, ça me fait un énorme plaisir qu'elle soit là avec nous aujourd'hui. Et je vais vous la montrer tout de suite après ce jingle. Et voilà, bonjour, rebonjour. Et j'ai invité Sadia. Sadia, merci d'être là avec nous. Merci à toi, merci de m'avoir invité. C'est un vrai privilège et je pense qu'on va passer un chouette moment ensemble. Du coup, je vais en profiter, je vais me présenter tout de suite. Eh bien, vas-y, allez, vas-y. Moi, je suis Sadia Drouche. Alors, aujourd'hui, je suis coach de la différence, coach de la résilience. Je suis aussi conférencière et consultante experte en handicap. Et derrière ce que vous voyez, il y a plein de choses. Il y a la malvoyance notamment. C'est pour ça que je ne vois pas. Là, c'est mon chien guide d'ailleurs qui s'est exclamé en disant hey, « je suis là moi aussi ». Donc, je suis malvoyante depuis 6 ans, mais depuis toute ma vie, en fait, j'ai eu des problèmes de santé, des problèmes de handicap invisibles qui sont devenus plus tard visibles. Et c'est notamment par rapport à ce parcours que j'ai voulu aujourd'hui, maintenant depuis 4 ans et demi, je suis dans l'accompagnement des personnes sur l'acceptation de soi et sur le principe de résilience, comment transformer sa vie, même si son expérience est dure, traumatique, que ça soit émotionnel, que ça soit physique, que ça soit la souffrance, la douleur, comment la transformer en force, en fait, pour pouvoir avancer dans sa vie. C'est 40 ans d'expérience derrière tout ça. Et ces 40 ans d'expérience, je les mets, je les transmets, je les mets en avant pour pouvoir justement donner des solutions, en tout cas essayer d'accompagner au mieux les personnes qui sont dans cette difficulté. Voilà. Absolument. Merci pour cette présentation, Sadia, parce que c'est vrai qu'on a eu l'occasion d'échanger ensemble il y a quelques semaines de ça, et c'est vrai que ton parcours de vie m'a particulièrement intéressé, parce que quand tu m'as expliqué un petit peu, et j'aimerais bien d'ailleurs que tu nous partages ça, justement de ton enfance, comment les choses se sont passées pendant ton enfance, parce que tu parles de résilience, notamment par rapport à cet handicap d'être malvoyante depuis 6 ans, mais en vrai, il s'est passé plein de choses dans ta vie qui t'ont amené justement au fur et à mesure des années à travailler justement sur cette notion de résilience. Et alors, est-ce que tu peux nous partager des choses comme ça par rapport à des situations compliquées? Et puis peut-être, alors peut-être pas tout de suite justement, mais par la suite, comment tu as su faire preuve de résilience? Et allez, tiens, on va même commencer par quelque chose qui me paraît fondamental. Pour toi, c'est quoi la définition de la résilience? Alors, pour moi qui la vis au quotidien, cette résilience, c'est prendre son expérience difficile et la transformer en levier pour avancer de manière plus positive dans sa vie, aujourd'hui et maintenant et dans l'avenir.
Voilà, c'est ça la résilience. C'est une véritable transformation de son expérience traumatique, difficile, en puissance en fait, pour aller de l'avant et transformer sa vie en quelque chose de merveilleux. C'est ça. Alors, Voilà. justement, tiens, est-ce qu'on peut revenir justement sur ton enfance là, parce que tu as vécu Bien des sûr, choses quand même assez difficiles. bien sûr. Et c'est vrai que moi, le premier, je ne sais pas comment j'aurais réagi par rapport aux situations que toi-même tu as pu rencontrer. Et partage-nous ça, tiens, ça, c'est intéressant. Eh bien, pour moi, comme je dis, dès le départ, les dés sont pipés chez moi, c'est-à-dire que je nais avec une maladie orpheline qui se déclare à mes 6 mois de vie. Et c'est une maladie rare et dégénérescente. Il y a un cas sur 250 000 naissances. On est 140 en France. Donc, j'ai la cystinose et tout de suite, donc je suis née en 1981, le pronostic vital est engagé. Et si je vivais au-delà des 1 an, voire des 2 ans ou des 3 ans, je ne dépasserais pas les 17 ans. Donc, c'était déjà plié pour moi, quelque part. Et puis, en plus, je nais dans une famille, mes parents sont maghrébins, donc ils sont nés en Algérie, ils ne savent ni lire ni écrire. Ils se retrouvent donc à gérer des choses qu'ils n'ont pas l'habitude. C'est des parents très modestes. Mes parents sont très modestes. Et donc, déjà, rien que là, je nais dans une famille, on va dire, pas du tout adaptée, en tout cas, à la société actuelle et surtout dans la difficulté dès le départ. J'ai 2 grandes sœurs qui sont en bonne santé, mais moi, j'arrive comme ça dans cette famille qui a déjà beaucoup de mal à s'en sortir et j'en rajoute une couche en arrivant là sur Terre en mode coucou, c'est moi. Et donc, du coup, avec une enfance du coup difficile, avec des parents qui alors ils savent parler français, mais tout ce qui est administratif, tout ce qui est voilà, tout ce qui est remplir des papiers, tout ça, ils ne savent pas. Donc mes sœurs et moi, on pallie à ce handicap qu'ils ont en fait. J'ai un père très totalitaire, très dur, qui a une éducation d'une poigne de fer, je dirais, voire un peu D'accord. plus. Donc, on est vraiment éduqué à la dure et donc, on vit dans ce contexte difficile de, voilà, on n'a pas beaucoup de sous. Mon père travaille des heures et des heures. Ma mère nous élève et elle fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a. Donc, déjà, un début de vie assez compliqué. Et puis, voilà, la maladie étant, j'ai une scolarité pourrie. Hein, je suis nulle à l'école. J'ai autre chose à penser que d'étudier finalement. Et donc, je suis rejetée par les autres parce que je suis différente. Donc, je n'ai pas vraiment d'amis. Je suis introvertie. J'ai un manque de confiance. Bref, j'ai l'impression qu'on m'a mis tout plein de pierres dans mon sac à dos en disant maintenant, débrouille-toi. Et puis, pour mon premier gros, je dirais, traumatisme, en tout cas celui dont je me souviens, c'est à 10 ans et demi, 11 ans. On est en 92 et en fait, je rentre avec toute ma famille. On partait tous les ans en Algérie pour voir ma famille parce que tout le monde était en Algérie. Hein, il n'y avait que nous qui étions en France. Et on rentre au mois d'août comme d'habitude pour la rentrée des classes. Et il se trouve que ce mois d'août, il fait très chaud, il y a énormément de monde. Je pars avec mon père dans l'aéroport pour acheter des souvenirs. Et à ce moment-là, donc on achète des souvenirs, l'aéroport explose. Donc il faisait, je sais pas, 48 degrés à ce jour-là. Donc il y a eu un attentat finalement à l'aéroport Hassi Boumedienne et tout explose au moment où mon père va pour payer les souvenirs. Et on est à l'intérieur de cette tombe, je dirais, parce que finalement, il y a tout qui s'écroule. Il y a des gens qui courent partout, il y a des parents qui abandonnent leurs enfants, mais voilà, c'est pas pour les critiquer, c'est l'instinct de survie fait qu'à ce moment-là, sauf qui peut, tout le monde doit partir, quitter le navire. Et je me retrouve, voilà, avec mon père, heureusement, et ma grande sœur. Mais on est jeunes. Moi, j'ai 11 ans, ma sœur, elle a 15 ans, et on est au milieu d'un cataclysme, quoi. Donc, bon, alors,
on est obligé de traverser tout l'aéroport. Du coup, forcément, on voit pas mal de choses traumatisantes, hein, des corps, des morceaux, enfin des choses qu'on n'arrive même plus à identifier tellement c'est atroce. Et le but, c'est de sortir de là, en fait. On était au premier étage et il fallait trouver les escaliers, il fallait surtout pas tomber, se blesser. Puis on savait pas s'il allait avoir une deuxième déflagration. Donc c'était à la fois se dépêcher, mais à la fois faire attention. Mon père, heureusement, lui qui a vécu deux guerres, en fait, il a su maîtriser notre peur finalement. Et donc, du coup, on est sorti. Je me rappellerai toujours de cette image. On est en haut des escaliers. Donc, tout est brumeux. Il y a juste une toute petite lumière, mais toute petite au fond. Et puis, on descend les escaliers. Puis, plus on approche, plus la lumière, elle grandit. Et en fait, c'était la porte de sortie. Il n'y avait plus personne dans l'aéroport. C'était vraiment le désert. Ça sentait la poudre à plein nez. Et à ce moment-là, on sort et la lumière qui nous transperce les yeux tellement elle est puissante, la chaleur, et puis tout le monde dehors qui hurle. Enfin, un film d'horreur ou un film catastrophe, c'est la même. 2012, c'est exactement la même chose. Et nous, on est là. On est là, on regarde en arrière en se disant, mais on est sorti de là vivant, quoi. On n'a rien, on n'est pas blessé, pas une égratignure. Rien du tout. Et beaucoup de chance quand même, ouais. C'est miraculeux, quoi. C'est miraculeux. Et d'ailleurs, c'est la première chose que je me suis dit. Je fais waouh, on est vivant. C'est la première chose qu'on s'est dit, on est vivant. Après, le double effet qui se coule, c'est que ma grande sœur et ma mère, ont été blessées. Elles ont été blessées par les vitres en fait qui ont explosé. Et on les a pas retrouvées. On a juste retrouvé une flaque de sang devant là où on les avait laissées, en fait. Et là, ça a été plus... En fait, là, le stress est monté encore plus parce que là, ça y est, on s'est dit quelqu'un de notre famille, enfin, pour le coup, ma mère et mon autre grande sœur, peut-être possible qu'elles étaient mortes, en fait. Et c'est autre chose, c'est un autre trauma. Et mon père, bien sûr, a fait tout Alger pour trouver ma sœur et ma mère. Et en fait, elles ont été blessées, mais heureusement, elles sont en vie et tout va bien maintenant. Mais avec ma grande sœur, on en a encore discuté il n'y a pas longtemps en se disant, en fait, ma grande sœur qui était avec ma mère se disait, ça y est, ils sont morts. Parce que si nous, on est blessés, eux, ils sont morts. Et nous qui n'étions pas blessés, on se dit, mais mince, nous, on était à l'intérieur, on n'a rien eu, et eux, probablement, ils sont morts. Ouais. Et là, dans notre tête, ça va vite parce qu'on se dit, on préfère que qui meurt. En fait, c'est ouf, hein, mais c'est dans la tête d'un enfant, c'est je préfère qui. Est-ce que je préfère que ce soit ma mère? Est-ce que je préfère que ça soit ma sœur? Et ma sœur, c'était pareil, se poser la question sur moi, ma grande sœur et mon père, qui allait mourir et que c'était pas si grave que ça. Et dans les enfants, c'est ça. Et après, voilà. Donc ça a été un des gros traumatismes de mon enfance, en dehors de la maladie. Et puis ça a continué en fait, parce que à la fois j'ai une maladie évolutive, j'ai aussi une éducation très stricte. Je suis pas sortie réellement comme je voulais avant 19 ans, 20 ans. On était très séquestrés. En tant que fille chez nous, moi je ne sortais pas pour aller aux anniversaires, même si j'étais petite, hein, c'était interdit, donc c'était école, maison, école, maison, école, maison. Et ça ne m'a pas aidé à m'ouvrir au début. Donc ça aussi, c'était compliqué de me construire en tant que femme, en fait. De me construire en tant que femme, en tant qu'individu et en tant que personne autonome. Et tout ça, je l'ai appris à partir de 19-20 ans, en fait, quand j'ai commencé à avoir du lest et puis taper du poing sur la table pour dire non, c'est bon, quoi. Je suis pas en prison, quoi. Je suis pas à Kaboul, je suis pas en Afghanistan, quoi. Et comment ça s'est passé quand tu as tapé du poing sur la table avec ton papa, justement?
Alors en fait, il y a toujours le truc du petit en fait, c'est-à-dire le dernier entre guillemets. Le dernier, il se faufile toujours dans la brèche. Et mes deux grandes sœurs, en fait, elles ont tapé fort. Elles sont parties de chez moi quand elles avaient 24 ans, 24, 25 ans. Mais elles sont parties du jour au lendemain, donc personne ne l'a su. Et donc ça a créé un gros tollé dans la famille. Mais en même temps, ça a été le déclic aussi pour mes parents pour se détendre un peu, en tout cas par rapport à moi. Donc moi, je me suis faufilée dans la brèche en disant, bah, comme sale gosse que je suis, bah, si vous me laissez pas faire ce que je veux, bah, je ferai comme les deux grandes, je me casse. Du coup, bah, tout de suite, ça a calmé. Genre, non, non, ça va. Ça va. Et c'est ce qui m'a permis d'ouvrir un peu les vannes. Et puis, à côté de ça aussi, bon, il y avait tout ça, mais quand j'avais 10 ans, j'ai ma petite sœur Nadia Drouche qui est née. Et elle a une myopathie. Wow. Elle a une myopathie, ça veut dire que voilà, elle bouge pas, elle est trachéotomisée. Elle a jamais vécu à la maison en fait, et du coup elle est en centre. Encore aujourd'hui, elle est en centre et tout, mais voilà, c'est vraiment une vie de dingue. Il y a pas ça c'est clair. Ça c'est clair. Et à un moment donné, je me suis dit mais c'est pas possible. Je vis un film. Je suis en train de vivre un film. J'ai 1001 vies dans ma vie et avec des trucs très durs en fait. Et puis après la maladie, j'ai failli mourir plusieurs fois avec de l'eau dans les poumons. J'ai eu une pancréatite aggravée. En 2008, on m'a donné 3 jours à vivre. Bon, on dit après ça, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? C'est un peu la question que j'avais envie de te poser. C'est quoi la prochaine étape pour toi pour aller plus loin dans les épreuves? Ouais. Pour aller plus loin? Ouais. Parce que là, tu as vécu quand même pas mal de choses dans ta vie. Bon, c'est vrai que si on devait faire un raccourci justement avec le fait d'être malvoyante depuis 6 ans, ce qui est quand même pas mal aussi comme situation. Pas mal. Exactement, ah oui. C'est pas mal en 2015 quand je suis devenue malvoyante, effectivement. Alors, ce que j'ai remarqué, après, c'est encore une fois, c'est mon expérience, hein. Il n'y a pas de comparaison à faire, surtout pas. C'est que quand on a vécu des choses extrêmement difficiles étant enfant, ce qui arrive plus tard est plus simple à encaisser, en tout cas à appréhender. C'est-à-dire que, voilà, c'est comme si j'étais une apprentie pendant que j'étais enfant. On m'a mis plein d'obstacles et finalement, en grandissant, j'ai appris à m'adapter et à rebondir à chaque perte, que ça soit physique, à chaque épreuve difficile. Le truc, c'est toujours la même chose, c'est je suis en vie. Et c'est quelque chose qui m'est resté vraiment depuis que j'ai 11 ans, parce que quand je suis rentrée après en France, je me suis dit, il y a deux trucs. C'est déjà, en tout cas, moi, j'ai eu un sentiment de supériorité. Il y a le côté quand même, tu ressors d'un truc de dingue et tu es en vie. Tu dis, tu as un truc d'immortalité, mais c'est l'ego qui gonfle. Hein. À un moment donné, ton ego, il est là. Tu te prends pour Superwoman d'un coup. Exactement, exactement. Mais en même temps, c'est ton ego qui te protège quand tu es enfant. Ouais. Donc là, en gros, il te dit, tu vois, tu es forte, on peut tout encaisser, tu es immortel. En gros, c'est ce qu'il te dit. Et finalement, avec le temps, avec la raison qui revient, on se dit, mais en fait, on n'a pas un tampon tamponné sur la fesse droite qui nous donne une date de péremption. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Dans le sens où vous pouvez être dans un endroit où tout explose autour de vous et vous êtes le seul ou la seule à survivre, comme vous pouvez sortir dehors et vous faire écraser. Ça, là-dessus, on n'a aucune mainmise. Alors comment toi tu appréhendes la vie justement aujourd'hui? Comment tu vois les choses? Parce que c'est vrai que moi, ce qui m'a, comment dirais-je, interpellé dans ta manière de raconter tes histoires, c'est que
on sent pas quelqu'un d'abattu, de dépressif aujourd'hui en tout cas, et on sent une joie de vivre en toi qui est assez incroyable, et même tu sais faire preuve d'autodérision, parce que moi ce qui m'avait amusé la première fois, c'est tu es malvoyante, et quand tu dis oui, j'ai vu tes vidéos, c'est vachement bien ce que tu fais, tu dis waouh. What? Qu'est-ce qui se passe? Comment Oui, tu bah oui. appréhendes ça justement? Ben, parce que tout simplement, en tout cas, par rapport à tout ce que j'ai vécu, je me dis, mais j'ai de la chance de dingue. J'ai une chance de dingue. C'est d'être toujours là en vie. Et ça, c'est, je crois, le principal. Je crois qu'il y a, à partir du moment où tu te rends compte que c'est une chance juste de naître, on se pose trop de questions, en fait. Moi, à chaque fois qu'il m'est arrivé quelque chose, j'ai survécu. Donc forcément, à chaque fois que alors j'adore faire mentir la science, hein, ça c'est ma spécialité, je kiffe. Parce que rien n'est déterminé, rien ne peut être vrai en fait. On n'en sait rien. Même un médecin qui vous dit, bah dans 3 mois vous allez mourir à cause de ce cancer, faut pas le croire. Je vous dis, il faut pas le croire. Vous en savez rien et il en sait rien. Il peut pas déterminer par A plus B que c'est une réalité ce qu'il dit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut oser faire les choses tous les jours. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre demain, faut pas. Alors ça, vous l'avez entendu, oui, faire le jour, faut pas attendre de faire. Non, faut pas attendre parce qu'on n'en sait rien. Et même si aujourd'hui, là, maintenant, ça s'arrêtait, tout ce que j'ai fait, waouh, je peux pas dire que j'ai rien fait dans la vie. Ouais, C'est pour ça carrément, ouais. cette vie-là qui est en moi, c'est qu'est-ce qui renforce cette pulsion de vie? C'est toutes les épreuves que j'ai surmontées. Elles m'ont rendue forte. Est-ce que justement, tiens, par rapport à toutes les épreuves de vie que tu as rencontrées, est-ce que tu peux considérer aujourd'hui que finalement, bah, ça a été des cadeaux, alors peut-être mal emballés, mais en tous les cas, ça a été des cadeaux qui aujourd'hui t'ont permis d'avoir des prises de conscience et qui t'aident aujourd'hui aussi dans ton métier de coach, justement? Exactement. Alors, au départ, très mal emballé, on est d'accord, hein, parce que quand j'étais plus jeune, je me disais, mais c'est quoi cette vie de merde? Bah oui, C'est quoi cette vie de merde? eh oui, et, logique. et avec la maturité, je me suis quand même rendu compte que ça m'avait, au niveau caractère, au niveau mindset, mais on peut y aller avec moi. Hein. C'est-à-dire que derrière toutes ces difficultés, toutes ces expériences, bah, ça m'a quand même renforcé dans tout ce que j'ai fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans mon discours sur la résilience ou sur l'acceptation de soi, je sais que c'est difficile, je sais que ça paraît injuste, etc. Mais dès qu'on change son focus, enfin sa vision, et qu'on se positionne sur ce que l'expérience nous a apporté, plutôt que sur ce que l'expérience nous a retiré, eh bien, tout de suite, quand on voit tout ce que ça a fait de nous, eh bien, forcément, c'est que du plus. C'est que du plus. Moi, aujourd'hui, avec tout ce que j'ai, c'est grâce à ça, avec tout ce que j'ai passé, c'est grâce à ça que je suis dans l'accompagnement, que je suis dans la conférence, que j'accompagne aussi les personnes en situation de handicap pour justement s'accepter tels qu'ils sont parce qu'ils ont des forces et que le handicap, oui, physiquement, au niveau santé, il nous a retiré des choses. Il m'a retiré des choses. Il m'a limité, mais il m'a pas limité dans ma tête. C'est-à-dire que je sais m'adapter, je sais m'entourer des bonnes personnes pour m'aider. Et c'est ça que ça m'a appris, c'est à m'adapter et à aller au-delà de mes propres croyances limitantes. Et c'est ça que ça m'a apporté, vraiment. Donc, par rapport aux personnes là qui nous écoutent, est-ce que, parce qu'on rencontre encore une fois tous des difficultés dans notre vie, hein, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, Bien et sûr. tu disais à l'instant d'être focus, justement, est-ce que le fait de se dire finalement, voilà, je traverse une période difficile,
c'est une épreuve qui peut paraître injuste a priori, mais finalement, si je dirige le focus différemment et peut-être en me disant, ouais, tiens, plutôt que de me plaindre, qui est une réaction humaine et normale, mais voilà, à un moment donné, se dire, bon, ok, j'arrête de me plaindre et je vais peut-être essayer de diriger le focus ailleurs et plutôt peut-être chercher des solutions à cette situation. Est-ce que ça peut être une manière justement de faire preuve de résilience? Oui. En fait, la résilience, c'est quoi? C'est une véritable prise de conscience qu'il faut que ça change. Il faut que la situation dans laquelle vous êtes change. Vous avez ce truc de j'en ai marre, ça peut plus durer, je peux plus souffrir, ça peut plus être comme ça. C'est la première prise de conscience, c'est celle-ci. Celle de j'ai compris qu'il fallait que je bouge et que les choses bougent. C'est la première prise de conscience. Et ça, c'est génial déjà, parce que ça va permettre justement de poser les premières actions. Où je commence, sur quoi je vais me focaliser, m'appuyer. Et je dis souvent aux personnes que j'accompagne qui ne connaissent pas quelles sont vos forces. Parce que les forces, c'est sur celles-ci qu'on s'appuie quand on est dans une situation où on est, au bout du gouffre. C'est nos forces. Tant que vous ne connaissez pas vos forces, vous ne savez pas sur quoi vous pouvez vous appuyer ou sur qui vous pouvez vous appuyer. Ouais, tu as tout à fait raison. Il y a Vanina qui fait une remarque qui dit « Nous sommes tous programmés pour partir de l'autre côté et vous avez raison, il faut faire tout ce que l'on souhaite faire dans sa vie. » Et effectivement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Sadia, tu parlais d'oser faire les choses. Je pense que c'est quelque chose, un point qui me paraît effectivement intéressant aussi à regarder ensemble parce que des fois, on se dit « Ouais, j'ose pas ». Tu parlais d'estime de soi, justement, et à cause d'un souci d'estime de soi, donc on n'ose pas faire des choses, alors qu'en vrai, bah, c'est peut-être là où il y a peut-être des choses intéressantes à actionner, justement, pour être beaucoup plus épanoui dans sa vie. Ouais, complètement. Moi, je dis souvent, quand je suis devenue malvoyante, j'ai dû réapprendre à circuler dans la rue avec ma canne blanche au départ, avant d'avoir Mélia, mon chien guide. Et donc, j'avais des cours de locomotion. Et quand elle m'a sentie prête, la personne qui me suivait pour ça m'a dit, bah maintenant, tu viens à l'AVH, donc l'association Valentin AI des malvoyants non-voyants de France. Bah, tu viens toute seule jusqu'à mon bureau, donc de chez moi, là où j'étais, traverser Paris. J'ai dit, mais elle est malade. Elle est malade. Mais après, j'ai dit, voilà, je mettrai le temps qu'il faut, mais j'y suis allée, mais en mode escargot, à regarder, écouter. Et puis, il y a un moment où je suis arrivée justement sur Paris, où il y a un grand boulevard où les voitures, elles sont comme ça passe comme ça. Je me dis, je ne vais jamais m'en sortir. Je vais mourir, enfin, il va se passer un truc. Et du coup, j'étais comme ça avec ma canne. Alors, elle m'avait appris comment faire pour traverser, mais c'était tellement énorme cette traversée que j'étais là, j'ai laissé passer au moins le feu au rouge, en tout cas, je l'ai laissé passer au moins 6-7 fois. Et pourtant, les gens étaient là en me disant, vous voulez qu'on vous aide? Vous voulez qu'on vous aide à traverser? J'étais là, non, 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 non. Alors les gens, au bout d'un moment, ils m'ont dit, mais elle est tarée, celle-là. Mais je voulais le faire toute seule, mais il fallait que j'ose. Le premier pas, c'est celui qui donne confiance. Et du coup, à un moment donné, donc j'entends ce qu'on appelle le vide, le silence en fait dans la rue. Donc ça veut dire que les voitures s'étaient arrêtées. Donc c'était à moi. Et là, j'y suis allée. Là, je me suis dit, c'est bon, j'y vais. De toute façon, si j'y vais pas maintenant, je reste là pendant 15 jours. Et du coup, j'y suis allée. Et à partir de là, je n'ai plus eu peur d'aller seule, peu importe les endroits avec ma canne. C'est-à-dire que le premier pas, c'est celui qui va vous paralyser. C'est celui qui va vous faire peur. Il va vous dire, non, mais si tu ne fais pas, tu vas mourir. Tu vas mourir. Alors que c'est faux. Mais dans votre tête, là, votre petit cerveau reptilien vous dit, what? Qu'est-ce que tu fais? Non. Alors que si vous le faites, ce pas-là, c'est celui qui va déterminer la suite des événements. Alors, oui, il y a une remarque d'Agnès, je vais réafficher
ça remarque. La question est de savoir quand arrêter de tout changer, car faire tout ce que l'on veut faire peut parfois faire souffrir les autres. Qu'est-ce que tu en penses, Alors, il y a Nadia? une chose qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que vous, c'est de votre responsabilité. Si vous avez envie de changer, envie de vous améliorer, c'est de votre responsabilité. C'est normal, c'est votre vie. Ce que les gens pensent, c'est de leur responsabilité. Et c'est ça le problème. C'est à un moment donné, vous allez perdre des gens dans votre vie parce que vous allez suivre un autre chemin qui est mieux pour vous. En tout cas, c'est ce que vous pensez qui est mieux pour vous. Les gens, s'ils en souffrent, c'est pas de votre responsabilité, c'est eux qui n'arrivent pas à accepter ce que vous devenez. Et c'est pas pareil. C'est pas vous qui les faites souffrir, c'est eux qui souffrent par rapport à ce que vous devenez. Mmh. Donc, là-dessus, c'est difficile. C'est un travail que vous devez faire sur vous, sur l'acceptation que l'autre ne soit pas d'accord, que l'autre parte. C'est ce qu'on appelle lâcher prise, hein. Laisser partir les gens. Mmh. C'est aussi ça. Moi, quand je suis devenue malvoyante, je suis revenue chez mes parents parce que de toute façon, je ne pouvais plus rien faire. Et à partir du moment où j'ai réappris à tout faire, et ben, du coup, j'ai dû lutter avec ma mère pour qu'elle me lâche. Parce qu'elle avait peur pour moi quand je partais toute seule avec ma canne, prendre le bus, le métro, le RER sur Paris, elle était terrorisée pour moi. Alors que moi, j'étais tranquille. Mais, mais j'ai dû me battre, enfin y aller en douceur, mais à un moment donné, j'ai coupé le cordon en disant hey, c'est bon, ça y est, c'est bon. J'ai dit tu veux quoi comme preuve? Tout va bien. Déjà, je suis entière, j'ai pas perdu un membre, c'est que tout va bien. Et c'est ça qui est difficile la plupart du temps, c'est quand on change parce qu'on se sent plus soi-même, donc on change pour être nous-mêmes. Eh bien, les gens ne nous retrouvent plus, donc ils sont là en mode mais t'as trop changé, t'es devenu quelqu'un d'autre. Non, en fait, je suis juste moi. Et ça, c'est des fois difficile pour les autres de l'accepter. Mmh. Mmh. Agnès te remercie pour la réponse. T'en prie. Alors, justement, tu vois, par rapport à cette. Parce que tu as été voyante, enfin, tu as été voyante Longtemps, ouais. longtemps, et tu es devenue malvoyante donc il y a 6 ans. Ouais. Comment tu as réussi à surmonter, à accepter cet état de fait? Parce que quand on est malvoyant, donc voilà, on sait pas ce que c'est de voir les choses, mais quand on a vécu cette période où on voyait, et puis d'un coup, tac, on voit plus notre environnement, comment tu as vécu les choses? Alors au début, très mal. Au début, c'était très dur parce que bon, en plus, il y avait des douleurs. Je suis restée 3 mois dans l'obscurité la plus totale. J'étais bourrée de cachetons parce que c'est des douleurs qui sont neurologiques au niveau des yeux. Et c'était insupportable. Je dormais peut-être 2 heures sur 24. Et il n'y a rien de pire, le manque de sommeil et la fatigue et la douleur. Alors, ça fait péter les plombs. Je pensais jamais m'en sortir. Donc, à ce moment-là, c'était juste la souffrance, la douleur qui m'obsédait je veux dormir, je veux me poser. Et puis, du jour au lendemain, ça s'est arrêté. Je ne sais pas par quel miracle, mais ça s'est arrêté. Et à ce moment-là, j'ai ouvert les yeux. Et j'étais chez mes parents, donc j'ai ouvert les yeux. C'est l'appartement de quand j'étais enfant et adolescent. Et j'ai ouvert la porte. Je connais par cœur l'appartement. Je regarde et là, je fais c'est la merde. Je ne voyais quasiment plus rien, en fait. Je ne reconnaissais plus rien. J'ai tenté de sortir par moi-même et forcément, je me suis pris les murs alors que c'était tout droit. Hein, mais et là, je me suis dit, mais comment je vais faire cette fois-ci? Comment je vais m'en sortir, en fait? Et j'étais très, très bien entourée. C'est aussi cette chance, c'est que j'ai beaucoup d'amis qui ont été vraiment proches, qui ont vraiment fait attention à tout et qui sont venus me chercher,
qui m'ont ramené chez eux et tout. Et, et à ce moment-là, je me suis vraiment rendu compte que c'était impossible pour moi de me débrouiller seule, qu'il fallait même que je demande ce qu'il y avait sur la table, qu'on me le mette dans la main. Enfin, voilà, je me suis dit, mais c'est bon, c'est fini, ma vie, elle est finie, je vais rester chez mes parents jusqu'au bout de ma vie et, et puis je vais finir comme ça, quoi. Je ne vais pas pouvoir bosser, je ne vais rien pouvoir faire. Et puis au bout de 5 mois, quand même, je me dis, quand même, me dit, il y a la colère qui arrive et je me dis, non, je peux pas rester comme ça, c'est pas possible, c'est pas moi en fait, c'est pas mon caractère, c'est pas moi. Il faut que je trouve une solution. Et c'est à ce moment-là où je me suis déjà rapprochée d'associations de malvoyants, non-voyants. Et je me suis dit, bah, c'est quoi la première étape? C'est quoi la première étape? Bah, la première étape, c'était de retrouver une certaine autonomie. Comment on fait? Eh bien, il fallait que j'aille dans les associations pour réapprendre des gestes du quotidien. Du coup, j'ai passé 7 mois à réapprendre à marcher, à comprendre rien que de compter les pièces, en fait, les pièces de monnaie, c'est tout un système pour reconnaître les 20 centimes, les 50 centimes, etc. Et en fait, je crois que encore une fois, ça revient toujours sur le premier pas. C'est le premier pas qui donne confiance. Et il y a des solutions. Il n'y a pas d'impasse, en fait. L'impasse, elle est en nous. Si moi, j'avais décidé que c'était une impasse et que j'allais rien faire, que je pourrais rien faire, effectivement, je me serais cantonnée dans cette impasse. Mais vu que j'ai été chercher, que j'ai trouvé les bonnes personnes, eh bien, progressivement, j'ai avancé. Au départ, c'était vraiment retrouver l'autonomie. Et puis après, c'était ah, bah c'est bon, j'ai l'autonomie pour marcher, c'est reprendre le boulot. J'étais animatrice socioculturelle. Je me suis faite licencier parce que pour inaptitude, parce que pour eux, ils pensaient que voilà, en étant malvoyante, je ne pouvais pas retravailler. Ouais. Et donc, à ce moment-là, j'ai aussi pris un coup en me disant personne n'est dans mon corps, donc personne ne peut dire ce que je suis capable de faire ou pas. Et ça, c'est aussi voilà, que vous soyez malade ou en tout cas même pas que vous soyez juste simplement vous, personne n'est dans votre corps. Personne ne peut savoir comment vous allez, à quel point vous souffrez, à quel point vous avez une douleur. Personne n'est dans votre tête. Donc, ne laissez personne vous dire quoi faire. Il n'y a que vous qui savez. Et donc, à ce moment-là, quand je me suis faite licencier, je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'on fait, Sadia? Et c'est là où je me suis dit, bah, toute cette expérience vécue, il faut que je la partage. Et vu qu'en France, il faut des diplômes, bah, il fallait que j'ai mon diplôme de coach. Et je suis tombée sur une super école, Coach Academy à l'époque, qui m'a accompagnée, même si j'étais malvoyante. Ils ont tout fait pour que je puisse suivre la formation et j'ai eu ma certification. Encore une fois, c'est une question de personne. Il faut trouver les bonnes personnes et vous allez y arriver. Si vous trouvez les bonnes personnes à chaque fois, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Ouais, même, je dirais même plus, parce que ce que tu dis, c'est très juste, hein, effectivement. S'entourer des bonnes personnes, c'est effectivement très, très important. Ouais. Mais à la source de ça, et c'est ce que tu viens de nous partager depuis tout à l'heure, c'est l'état d'esprit dans lequel toi, tu as toujours fonctionné. C'est-à-dire que tu as toujours essayé d'être orienté plutôt solution, plutôt que de te plaindre ou de te dire « je ne suis pas capable de le faire, j'y arriverai pas ». Non, tu as toujours essayé de trouver des solutions, en fait. Alors, j'ai toujours été focusée solution sur des choses qui me motivaient. Parce que, par exemple, l'école, que je détestais, j'étais pas du tout focalisée solution. Au contraire, c'était vraiment un endroit, pour moi, le pire au monde. Pour moi, c'était une torture, l'école. Parce que j'étais une victime à l'école. J'ai été harcelée à l'école. J'ai été discriminée à l'école. J'ai même, volontairement, je n'ai pas passé mon bac parce que je savais que ça allait être un échec et que je ne voulais pas, en plus, donner cet échec pour clôturer ma scolarité. Donc, non, c'est vraiment, suivez, enfin, il y a une chose que j'ai toujours eue, c'est de l'instinct. Et c'est pareil, la résilience, l'instinct, on en a tous.
L'instinct, c'est cette première pensée que vous avez, mais que vous balayez dès qu'elle arrive. Parce que vous dites, non, mais cette pensée-là, elle est venue comme ça. Moi, je réfléchis de manière raisonnée. Et moi, j'ai toujours fonctionné à la première pensée. Elle n'a pas toujours été la bonne, hein, mais j'ai toujours raisonné avec cette première pensée. C'est, OK, c'est comme quand vous voulez aller à droite ou à gauche, vous êtes là, je vais à droite, à gauche, à droite, à gauche. Plus vous attendez, et plus vous savez plus où vous allez. Et du coup, vous allez raisonner et vous allez prendre à droite, alors que votre première pensée vous disait d'aller à gauche. Et quand vous allez faire 150 mètres à droite, vous allez dire, je savais que je devais tourner à gauche. C'est ça l'intuition. Et cette intuition-là, plus vous la nourrissez, elle ne vous ment pas. Elle vous mène vraiment là où il faut. L'écoute, écoutez-vous. Écoutez-vous. Et c'est pas. Voilà, mon discours, il est très positif, mais il y a eu des moments où vraiment, je ne pensais pas m'en sortir. Il y a eu des moments où ça a été très dur, où je voulais laisser tomber, comme tout le monde. À un moment donné, il y en a tellement, j'ai l'impression d'avoir c'est plus un sac à dos, c'est des containers que je traînais. Comme j'étais épuisée, j'en pouvais plus, et ma santé en pâtissait aussi. Donc, là, je vous donne le positif parce que j'ai réussi à transformer tout ça. Mais il y a eu des moments où j'étais dans la tourmente. Mais qu'est-ce qui a fait que j'ai dépassé, que j'ai rebondi? Et je suis tel le roseau, je plierai, mais ne céderai jamais. C'est justement cette pulsion de vie. La vie, en tout cas en Occident, parce que moi, je me dis toujours, j'ai la chance d'être née en France par rapport à ma santé. Elle est simple si on veut qu'elle le soit. On se pose trop de questions. La simplicité, c'est vous voulez changer, osez changer. Vous voulez vous reconvertir, osez vous reconvertir. Parce que si vous ne le faites pas, vous n'allez pas savoir si ça fonctionne ou pas, en fait. Il n'y a rien qui détermine si ça va fonctionner ou pas. Oui, c'est clair. C'est tellement profond ce que tu viens de dire, tu vois, c'est des choses simples. Moi j'adore aussi la simplicité parce que c'est généralement dans les choses les plus simples que se trouve la vraie sagesse. Et c'est ça, quoi. C'est vrai qu'on se pose trop de questions parfois, pour plein de raisons, hein, parce que notre éducation, notre environnement, et puis il y a toutes ces croyances limitantes aussi qu'on se crée et qu'on nourrit consciemment ou pas. Et le simple fait d'oser faire les choses, d'oser changer, d'oser voilà, faire des actions. Enfin, et pareil, quand on est entrepreneur, hein, c'est toujours la même chose. Hein. On se dit, ouais, non, j'ose pas faire ça, ou j'ose pas appeler telle personne, ou j'ose pas faire une conférence même aussi, parce que j'ai peur, etc. Parce que tu vois, là, j'allais dire, on parle de la zone de confort, tu vois, mais quand on élargit justement cette zone de confort, c'est pas mal, quoi. C'est ce que tu as fait d'ailleurs, toi. Hein. C'est ce que je fais tous les jours, en fait. Ben oui. Enfin, avec ma malvoyance, pour le coup, c'est tous les jours que je sors de ma zone de confort. Ça devient une habitude de sortir de sa zone de confort. Je vous conseille de vous bander les yeux et puis allez-y, vous allez voir. Ça marche. C'est un bon exercice. Il y a, sur Paris, je crois qu'il y a un restaurant d'ailleurs qui propose de manger, de dîner, enfin de déjeuner dans le noir. Ouais, l'ironie du sort, c'est que je l'ai fait ce restaurant quand je voyais. Ouais. Ah oui, d'accord. Et jeter des petits bouts de pain comme ça sur les tables d'à côté. Et tout le monde s'en voulait, moi ça me faisait bien rire. Excellent, excellent. Mais ouais, d'ailleurs, c'est ce que je fais dans mes ateliers ou dans mes accompagnements. J'ai du coaching, ce que j'appelle le coaching d'un autre regard, avec un bandeau justement, et pour lâcher prise, et pour se faire confiance, mais aussi pour sortir de sa zone de confort et de voir que c'est pas si difficile que ça. On s'en fait beaucoup trop dans la tête, et en vrai, c'est pas si difficile. Alors, tiens, justement, par rapport à ça, toi, par rapport aux accompagnements que tu proposes, est-ce que ça s'adresse uniquement aux personnes qui ont des handicaps physiques, ou est-ce que ça s'adresse à tout public finalement?
Alors, tous mes accompagnements s'adressent à tout public et d'ailleurs, j'ai plus de tout public que de personnes en situation de handicap. D'accord. Pour des raisons, quand on est en situation de handicap, c'est beaucoup plus difficile de sortir de sa zone de confort parce qu'on a plein de limitations. Enfin, on se met plein de limitations à côté de ça et notamment l'acceptation de soi qui est difficile, le regard sur soi. Et non, j'accompagne tout le monde de la même manière en sachant que chaque personne est différente donc, et unique. Donc, c'est vraiment des accompagnements spécifiques à chaque personne. Vraiment, leur spécificité, je prends en compte toutes les spécificités, que ce soit des hauts potentiels, des hyper empathes, des hyper émotionnels, comme des personnes extrêmement différentes, que ce soit d'un point de vue genre, d'un point de vue sociétal, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont, on va dire, décalés, mais vraiment toutes les différences, pour moi, c'est une vraie richesse, parce que ça me fait aussi grandir, en fait, donc c'est top. Et tu t'adresses aux particuliers, aux entrepreneurs? Alors, je m'adresse aux particuliers qui cherchent justement à s'accepter dans leurs différences, à avancer dans leur parcours de résilience, justement, de transformation, et à trouver leur essence, leur identité, en fait, leur vraie identité. Ça, c'est... Et je travaille aussi avec des entrepreneurs, notamment des coachs ou des thérapeutes, justement pour qu'ils trouvent leur propre différence pour pouvoir accompagner des personnes et donner du sens à leur coaching. Aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de coachs qui m'ont contacté parce que ils ont ce problème, parce qu'il y a tellement d'offres, ils se noient dans leur offre. Et en fait, moi, je dis juste, mais c'est quoi ta différence? Et ils savent pas. Parce que c'est là qu'ils vont percer. C'est là que ça va matcher pour eux, qui seront plus dans leur élément, ils auront plus de sens dans leur coaching. Donc voilà, et puis je coach dans les entreprises, des managers, dirigeants. Je fais du coaching d'équipe aussi sur la cohésion d'équipe et le lien communication entre managers, RH et collaborateurs. Donc, je fais ça et puis je suis consultante experte en handicap et là, j'accompagne aussi les entreprises en tant que référente handicap à créer une mission handicap ou bien en tout cas s'ils ont des difficultés avec des personnes en situation de handicap dans leur entreprise, je les accompagne à comprendre, à sensibiliser. J'accompagne aussi la personne salariée en situation de handicap dans la difficulté. Donc voilà, là c'est plutôt mon petit côté. Bon, je suis dans cette situation, j'ai vécu un peu toutes les particularités, handicap invisible, visible, donc je connais les processus. Voilà, et après, je suis conférencière. T'interviens partout en tant que conférencière? Alors, j'interviens, oui, dans les entreprises pour la sensibilisation au handicap, notamment, et le principe de résilience au travail, parce que ça aussi, c'est important, la résilience au travail, et la différence au travail aussi. Et après, j'ai des événements d'ailleurs qui vont bientôt arriver, sûrement mois de septembre, des événements, un grand événement sur Paris sur justement une conférence sur la résilience. Je n'ai pas encore placé la date. Avec en matin, ce sera la conférence, en après-midi, ce sera des ateliers justement pour comprendre ce qu'est la différence dans le corps. C'est un processus que beaucoup de gens, en fait, entre guillemets, connaissent, mais en réalité ne savent pas qu'ils l'ont déjà vécu. Moi, à chaque fois, j'ai des gens, voilà, je parle de résilience, ah super et tout, et puis en fait, ils reviennent me voir en disant, mais c'est quoi exactement la résilience? Et c'est vrai qu'on l'utilise partout, ce mot, mais en réalité, il n'y a personne qui l'explique correctement. Alors bien sûr, il y a Boris Cyrulnik, qui est un des premiers à avoir ramené et vulgarisé la résilience en France. Il fait des conférences, d'ailleurs, vous pouvez aller voir sur YouTube, il y a un tas de choses extra. Mais en réalité, comment on le vit, la résilience, il n'y a pas grand-chose, en fait. Il n'y a pas grand-chose. Donc moi, je suis là aussi pour, OK, on va le vivre ensemble. On va le vivre ensemble, les ateliers, pour que, à la fois, mentalement, vous le comprenez, mais aussi vous comprenez physiquement comment ça se passe dans le corps.
Donc voilà. Bah, écoute, c'est super cool. Donc là, j'affiche là juste en bas de l'écran l'adresse de ton site internet coach-reconnect-toi.com. Reconnect sans E, donc coach-reconnect-toi.com pour les personnes qui veulent aller un peu plus loin et en savoir plus, peuvent te contacter par le biais de ton site web, c'est ça, Sadia? Exactement, site web, Facebook, Sadia Drouche. Je suis aussi sur YouTube, Sadia Drouche, avec ma chaîne. Oui, parce que Sadia, elle m'a étonné, elle fait des vidéos alors qu'elle est malvoyante. C'est extraordinaire. C'est tout ça à la louche, c'est du à peu près. Non, mais même si c'est dû à peu près, je trouve ça génial, moi, que tu sais, que quand j'accompagne des entrepreneurs qui n'osent pas faire des vidéos, etc. Mais je pense que je vais les envoyer te consulter parce que je vais leur dire, attendez, regardez, la Sadia, elle est malvoyante, elle fait des vidéos. Alors vous êtes voyant, pourquoi vous ne faites pas de vidéos, quoi? Ah, question de croyance et de confiance. Le premier pas. C'est Le ça, premier pas. c'est ça. Et, et puis sur LinkedIn aussi, je suis partout. Bah, écoute, c'est super cool. En tous les cas, ça a intéressé là, les personnes qui nous ont suivis pendant le live. Pour ceux qui regardent ça en replay, bien sûr, vous pouvez toujours contacter, bien sûr, évidemment, Sadia. Elle sera disponible pour vous répondre à vos questions. Est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais rajouter, une question que je t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Alors là, c'est plus pas une question, mais c'est juste pour les personnes qui nous écoutent ou qui vont nous écouter. Il y a une chose très importante, en tout cas, je me suis rendu compte très récemment, c'est quand on veut donner du sens à sa vie, parce qu'on recherche toujours, on est toujours en recherche de sens, quelle que soit la condition dans laquelle nous sommes, on recherche en permanence du sens. Et le sens, on le trouve quand on trouve son identité profonde. Et son identité profonde, c'est quoi? C'est en fait comme un oignon. Hein, ça veut dire c'est quand vous avez travaillé sur vous, vous avez retiré des couches. Ces couches que vous retirez au fur et à mesure sont pas les vôtres, c'est pas votre identité, c'est l'identité que l'extérieur vous a donnée, vos parents, vos amis, les adultes, les profs, tout. Et d'ailleurs, c'est ce qui a créé vos croyances limitantes. Plus vous retirez ces couches, et plus vous vous retrouvez, en fait. Et vous trouvez vraiment la personne que vous êtes, et du coup, vous acceptez, parce que vous comprenez que tout ce qui vous a paralysé, justement, dans vos actions, n'était pas de votre fait. Et donc, vous arrêtez d'alimenter, en fait, la négativité, d'alimenter les peurs, d'alimenter vos croyances limitantes, et vous finissez par oser et trouver confiance en vous. Et ça, c'est le plus important, en fait. Et le plus important, ce sera toujours vous. Soyez égoïste. Alors, quand je dis ça, les gens, ils sont... Ça ne veut pas dire qu'il faut marcher sur les gens. Ça veut juste dire que vous ne pouvez pas aider les autres si vous ne commencez pas par vous. Voilà. Je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de nous partager. C'est vrai que la notion d'égoïsme, on en a une représentation un petit peu négative, mais pourtant, effectivement, l'égoïsme, c'est surtout dans cette idée positive de se dire, bah, si je veux pouvoir aider les autres, comme tu viens de le dire, je vais paraphraser pour le coup, mais il faut commencer par s'occuper de soi et de s'aider soi-même. Et c'est que comme ça qu'on pourra pouvoir aider les autres, quoi. Il n'y a pas de miracle, hein. Non, c'est vrai, c'est toujours comme ça. Et justement, la résilience permet de comprendre ça, que déjà, il faut commencer par soi et qu'il n'y a pas d'échec. Comme dit Nelson Mandela, soit je gagne, soit j'apprends. C'est tout. C'est ça, exactement. Eh bien, écoute, merci infiniment, Sadia, pour ce magnifique partage. Ça a été un honneur de te recevoir et un vrai plaisir également. Et on garde contact, hein, Sadia. Ah, mais carrément, oui, avec grand plaisir. Et puis, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un prochain live. Je te souhaite une bonne continuation, Sadia. Et on se tient au courant. Bye bye. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs.
Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr, je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire, ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao!